Bon, c'est vrai qu'en science-fiction, on a tendance à préférer les flingues bien stylées. Entre les phasers de Star Trek, les bolters des Space Marines ou encore les pistolets à placement en tout genre, les armes à distance ont toujours eu la part belle dans la SF. Normal dans un univers où la technologie règne en maître. Pourquoi risquer de charger et de se faire défoncer alors qu'on peut avoiner les adversaires à distance? Sauf que si on se penche sur les univers de SF assez cultes, eh bien il y a un paquet d'armes blanches qui le sont tout autant. Certains sont même devenus les symboles des œuvres dans lesquelles elles sont, et sont devenus ainsi bien plus que de simples outils de combat fictifs. Parce qu'au final, qu'on soit dans l'espace, dans un monde cyberpunk ou aux commandes d'un robot géant, un bon coup de lame dans la gueule de l'adversaire, ça fait toujours son petit effet. Et aujourd'hui, on va parler de plusieurs armes blanches de la science-fiction qui sont devenues archi-cultes. Et si elles le sont en France, eh bien c'est grâce à un magazine mythique qui a popularisé la science-fiction dans l'Hexagone. Je parle bien sûr du magazine Métal Hurlant, le partenaire de cette vidéo. Si vous vous intéressez un petit peu à la science-fiction, à la BD, au cyberpunk et à l'imaginaire bien frappé, alors Métal Hurlant, c'est pas juste un nom, c'est une légende. Créé en 1974 par Dionnet Druillet et Moebius, les humanoïdes associés, Métal Hurlant est la référence de la science-fiction française. Disparu un temps, il est revenu en 2021 sous forme de MOOC trimestriel de près de 300 pages. Et c'est toujours un laboratoire de l'imaginaire où l'art visuel se cogne à la narration libre. Et leur tout nouveau numéro s'intitule Les Mondes du Silence, un spécial Océan. 272 pages de récits inédits où les différents artistes explorent les abysses. On vous invite à enfiler votre scaphandre de combat pour aller explorer les rêves, les cauchemars et les mythes des profondeurs. Il met également en avant un sujet actuel très important, le militantisme, car on y retrouve une interview exclusive de Paul Watson. Si vous avez un petit peu suivi l'actualité, vous savez qui c'est. Vous pouvez le retrouver en librairie, en kiosque, mais le mieux c'est encore de prendre l'abonnement sur metalhurlant.fr. Vous économisez jusqu'à 20% par numéro que vous recevez directement chez vous. Et vous soutenez un projet éditorial rare et précieux dans le paysage actuel. Alors ouais, c'est bien de sortir la tête de l'eau, mais parfois, il faut y replonger. Métal Hurlant numéro 15 est là pour ça. Toutes les infos sont évidemment dans la description. Et je remercie infiniment ce magazine mythique de me faire confiance et je suis particulièrement fier de faire un partenariat avec eux. Bref, maintenant, parlons bagarre. Bon, quitte à se battre au corps à corps dans un monde futuriste, autant avoir une arme qui en jette vraiment. Et quand on parle d'armes iconiques de la science-fiction, il y en a une qui a marqué plusieurs générations, et surtout en France, et notamment parce que son propriétaire ne peut pas s'empêcher de gueuler son nom à chaque fois qu'il la sort. Astéroache. Désolé, mais là, ça marche beaucoup moins bien. Puis en vrai, le nom, il est pas terrible. Eh, t'as fini, on parle quand même d'une des armes les plus cultes de l'animation japonaise. Mais quand même, t'avoueras que balancer une hache qui tourne dans l'espace, c'est pas super réaliste. Ok, bon point, mais ça marche, et c'est ça qui est beau. Pour rappel, Goldorak, de son nom d'origine, Ufo Robo Guren Dazai, est une série animée créée en 1975 par la Toei Animation, imaginée par le mangaka Go Nagai qui dessinera le manga en parallèle. L'histoire nous conte comment le prince de la planète Euphor, et il faut avouer qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'efforts sur ce nom. Je reprends. Le prince Actarus, donc, défendra la Terre de la menace de l'Empire Vega, aux commandes de son robot Goldorak. Grendizer de son vrai nom. D'ailleurs, ce prince est un excellent stratège, et heureusement qu'il est là. Les terriers-repulseurs n'égratignent même pas ces bestioles. Alcor, essaye de les toucher en pleine tête pour voir. Ça marche, la tête est vulnérable. Sans déconner, on n'aurait pas deviné. Ce qui est marrant pour l'anecdote, c'est que la série animée rencontrera un succès mitigé au Japon, alors qu'en Europe, et notamment en Italie, en Espagne et évidemment en France, ce sera un véritable triomphe. Cette œuvre à la base a été censée reprendre les poncifs du genre mecha, avec des robots bardés d'un arsenal de guerre ultra sophistiqué. Et pour le coup, notre cher Goldorak, vous voulez combien d'armes différentes pour votre robot ? Oui. Entre la cultissime technique Fulgure au point ou la plus obscure Incrustochoc, bordel, mais les traductions des noms, c'est un délire. Retenez surtout que Goldorak, il a largement de quoi casser la gueule à toutes les menaces qui planent sur notre jolie planète bleue. Mais s'il y a bien une arme qui ressort du lot, c'est l'Astéroache, qui bizarrement ressemble à tout sauf à une hache. En fait, c'est plutôt une sorte de lance possédant deux fers qui ne sont ni plus ni moins que les clavicules du robot. Enfin non, pardon, les clavicogires. Me demandez pas, je sais pas pourquoi. Et bon, d'un point de vue historique, ça ressemble à pas grand chose. On a souvent tendance à associer des armes avec cette forme à des armes égyptiennes, mais il n'y a absolument aucune hache égyptienne qui a ressemblé à ça. Et je vous invite à aller voir ma vidéo sur les armes égyptiennes, si vous voulez en avoir le cœur net.
Mais bon, comment il utilise son arme, notre bon vieux mecha? Quand il la fait apparaître, c'est souvent pour faire son finish move. Il la lance avec la précision d'un sniper et elle tourne à pleine vitesse, découpant les méchants en deux. Et ce qui fait de l'Astéro H un objet culte, c'est pas tant que c'est une arme, c'est surtout que c'est un move signature. Si ça one-shot tous les ennemis, pourquoi il commence pas par là? T'as décidé d'être tatillon toi aujourd'hui? Bon, en vrai, c'est pas tout le temps aussi simple et il l'utilise au corps à corps contre pas mal d'ennemis. Même que parfois, il peut la diviser en deux armes, histoire de varier un petit peu les plaisirs. Bref, si cette arme est aujourd'hui culte, c'est parce qu'elle a un design qu'on retient bien et une façon d'apparaître qui est assez marquante. Mais surtout, elle dénote vachement de la plupart des autres armes de l'œuvre. Parce que souvent, les robots géants de Vega, ils ont des armes basées sur des rayons laser, des lance-flammes, des canons. Alors qu'avec l'Astéro H, Goldorak impose une présence physique. Et donc l'Astéro H joue sur ce contraste intéressant. Goldorak est un robot alien de haute technologie, mais il utilise une arme qui renvoie aux guerriers antiques. Ça lui donne un aspect plus noble, comme si Goldorak était une sorte de chevalier en armure plutôt qu'une machine de guerre. Comme le Kamehameha de Dragon Ball ou le Hadouken de Street Fighter, le fameux Astéro H. dit par Actarus avant de l'utiliser, est devenu une signature sonore culte, marquant des générations de spectateurs, surtout en France où Goldorak est devenu vraiment un phénomène de société. Au point qu'il y ait une statue géante à Thiers. Ouais, capitale de la coutellerie. Et j'en ai pour preuve que vous avez été très nombreux à me demander en commentaire de parler de cette arme depuis des années, donc voilà, j'espère que vous serez satisfaits. Et d'ailleurs, si vous me demandez ce que je pense de l'arme si elle avait existé dans la vraie vie, elle serait un petit peu claquée. Le manche est beaucoup trop fin par rapport à la taille des fers, donc ça n'a absolument aucun sens. Puis même au niveau de l'équilibrage de l'arme, vu la forme en demi-lune comme ça, c'est quand même pas le plus pratique pour se battre avec, donc moi je valide pas du tout. Ouais, ça donne envie de prendre le volant et faire le con en Warthog. Maintenant parlons d'une arme qui respire l'honneur, le combat rapproché et surtout les découpes ultra propres. Je parle bien sûr de l'épée énergétique des élites dans Halo. L'épée énergétique, c'est donc l'arme emblématique des élites, ou plutôt des Shangeli dans leur langue d'origine. Cette race de guerriers reptiliens ultra honorables qui croisent le Master Chief entre 3 demi-douzaines de grognards. Si vous avez déjà joué au jeu, vous savez que ces bestiaux sont ultra dangereux avec ça dans les mains. Bon, déjà, d'un point de vue purement design, j'adore cette arme, je la trouve absolument magnifique. Deux lames incurvées faites de plasma condensé, ça donne un look hyper stylé et personnellement, c'est une de mes armes préférées de la pop culture. C'est juste un sabre laser en version double, c'est ça? D'ailleurs, tu veux en parler du sabre laser? Évidemment, mais attends, j'ai pas fini. Là où c'est intéressant, c'est que l'épée énergétique, c'est pas juste une arme pour les Shangeli. En fait, ils ont un tout petit peu ce même rapport au combat rapproché que les samouraïs avec leur katana. Et d'ailleurs, la culture Shangeli, que ce soit dans les armures, le code d'honneur, tout ça, est très inspiré du Japon féodal. Là où il y a une énorme différence, c'est que l'épée énergétique, mais bon ça c'est plus pour des besoins de gameplay, c'est inconsommable. C'est plus dans l'art martial en lui-même et la manière de se battre que dans l'objet que les élites vouent une sorte de culte en fait. Et il ne faut pas oublier que c'est une arme venant d'un jeu, donc on ne peut pas la dissocier de son gameplay. C'est une blague par rapport au fait que Halo c'est un FPS. Vous l'avez? Et clairement, c'est une arme hyper fun à utiliser dans Halo. C'est même l'une des armes les plus puissantes du jeu en termes de dégâts purs. Attaque en un coup, mouvement rapide et surtout ce feeling hyper satisfaisant quand tu bondis sur un adversaire et que tu le découpes proprement. Que ce soit en solo ou en multi, c'est une des armes les plus jouissives à utiliser dans le jeu. Et aussi l'une des plus rageantes quand c'est toi qui te la prends. Oui, ça aussi. De plus, cette arme a totalement sa place de manière logique dans l'univers de Halo. Car d'une, les élites possèdent un camouflage optique, ce qui fait qu'ils peuvent se rapprocher de leurs adversaires pour les attaquer au corps à corps. Et leurs armures sont aussi équipées d'un bouclier, ce qui leur permet de tanker le temps de se rapprocher. Et la manière de la tenir a du sens par rapport aux mains des élites, parce qu'ils ont, je crois qu'ils ont que 2 doigts là au milieu et 2 pouces opposables. Donc c'est vrai que ça semble plutôt logique par rapport à... Ça fait un peu comme ça là, c'est un peu chelou, mais si j'avais 2 pouces, ça serait plus confortable. Mais est-ce que ce genre de design d'arme, ça marcherait avec un humain qui n'est pas John 117? Pour un humain, c'est quand même pas terrible, parce que bon déjà, voilà, ça nous casse un petit peu entre les doigts, là, ça crée un espace qui est pas spécialement agréable. En fait, ce genre d'arme relativement longue avec cette tenue, c'est pas terrible. Autant ça marche pour des cathares, parce que un cathare indien, c'est beaucoup plus court, et surtout, ça va servir qu'à faire principalement des coups des stocks. Autant là, on est plutôt sur une arme de taille, hein, si on s'en réfère du coup au mouvement dans le jeu vidéo. Et là, c'est sûr que c'est quand même beaucoup moins adapté. Après, c'est pas mal, on a une bonne portée.
on peut frapper des deux côtés. Il y a vraiment pas mal de possibilités. On peut faire effectivement des coups d'estoc qui sont assez sympas. Voilà, et puis bon, faut imaginer que c'est une arme laser. Donc du coup, ça traverse. On peut revenir très facilement dans les deux sens comme ça pour faire du dégât. Donc c'est sûr qu'au niveau du maniement, c'est assez fluide, c'est assez agréable, un petit peu comme dans le jeu vidéo. Mais là où on va avoir des gros problèmes, bah, ça va être sur les parades. Parce que quand vous parez avec une épée, vous la tenez en général comme ça, si vous faites une parade vraiment classique comme ceci. Et en fait, toutes vos articulations sont alignées de telle manière à ce que vous ayez de la force. Alors que là, vous allez devoir faire une parade comme ça. Et là, vous pouvez le voir, mon bras est complètement cassé. Et du coup, rien qu'une faible pression va clairement me casser le bras dans le meilleur des cas. Mais dans le pire des cas, je vais pas pareil, je vais quand même me prendre le coup. Pas spécialement adapté pour un humain, voilà. Mais ça reste extrêmement stylé. L'épée énergétique des élites, c'est donc plus qu'un simple gadget stylé. C'est une arme qui impose une présence, qui change la façon de jouer et qui incarne à la perfection l'esprit de la culture Shangeli, le combat, l'honneur et la puissance. Bon, avec l'épée énergétique, on a vu une arme représentant un peu l'élégance, la finesse, la découpe propre. Mais maintenant, on va parler d'un truc bien plus primaire. Une arme qui ne fait pas dans la dentelle, sans mauvais jeu de mots, mais qui incarne parfaitement la philosophie de son univers, l'épée tronçonneuse de Warhammer 40K. Si vous aimez le bruit des moteurs, l'odeur de l'essence et le sang qui gicle en mode geyser, cette arme est parfaite pour vous. Faut juste imaginer une arme qui ne se contente pas de couper, mais qui broie, arrache et pulvérise tout ce qui se trouve sur son passage. Et comme on est dans l'univers de Warhammer 40 000, on parle pas d'un outil de jardinage quoi. Non, là, c'est des trucs qui sont conçus pour découper des armures en acier, des aliens surdimensionnés et des démons venant tout droit du Warp. Et surtout, c'est bruyant, c'est brutal, c'est terrifiant. Donc en gros, un ingénieur dans le 41e millénaire s'est juste dit « Et si on collait un style à un manche ?» Ouais, en gros, mais avec un bon gros logo impérial dessus et une paquet de foi religieuse. Alors j'ai déjà fait il y a quelques années une vidéo complète où je parlais de l'épée tronçonneuse. Mais là je parlais surtout des références historiques entre Warhammer 40K et la Première Guerre mondiale. Et je m'étais amusé à faire un faux traité d'armes qui aurait pu exister au sein des rangs de l'Imperium pour entraîner les soldats. Je vous invite à aller voir cette vidéo, comme ça vous vous ferez une idée de comment j'imagine l'utilisation d'une épée tronçonneuse. Et ce qui rend cette arme culte, c'est qu'elle est le reflet parfait de l'univers de Warhammer 40 000. Cet univers, c'est du too much en permanence. Des soldats de 3 mètres de haut, des guerres qui durent depuis des millénaires, une hyperbole du fanatisme religieux et une obsession maladive pour la violence exacerbée. Ça, c'est la philosophie de cet univers condensé en un seul objet. Et c'est pour ça qu'elle est aussi culte. Dans un monde où tout est surpuissant, où même les pistolets tirent des mini-missiles nucléaires, il faut une arme de mêlée qui soit à la hauteur. Et plutôt que d'inventer un simple sabre laser, Games Workshop s'est dit « Et si on inventait le concept le plus bourrin possible ?» Tu as encore évoqué le sabre laser. Et en plus, il y a quand même pas mal de gens qui l'utilisent dans cet univers. Après, dans la vraie vie, une épée tronçonneuse, c'est totalement débile. Trop lourd, trop instable, quand tu l'actives, tu te prends un retour de vibration, à mon avis, ton avant-bras, il est mort au bout de 2 secondes. Et dans Warhammer 40K, tout est poussé à l'extrême, et dans ce contexte, ça fonctionne. Ouais, mais faut bien l'entretenir, non? Parce que je suis pas un expert, mais les dents d'une tronçonneuse qui bouffe de la chair et des os, ça doit s'enrayer vite. Oui, bon après, disons que les gars de l'univers 40K, ils ont d'autres priorités, genre survivre. Puis bon, entre deux bastons, les Space Marines, ils ont des serfs pour leur réparer et faire l'entretien du matériel. L'épée tronçonneuse a eu un impact énorme sur la pop culture. C'est simple, dès que tu vois une tronçonneuse attachée à une arme, il y a 90% de chances que ça vienne de Warhammer 40 000. Les 10% restants se partagent entre H de Evil Dead et Massacre à la tronçonneuse. Bref, ça fait du bruit, ça arrache des membres et ça laisse une traînée de sang derrière lui. Que demander de plus? Une arme qui peut servir plus de 2 minutes sans s'enrayer peut-être? Bon après, si on devait parler de toutes les armes de mêlée de Warhammer 40K, on pourrait en faire une vidéo parce que ils ont quand même été pas mal inventifs là-dessus. Maintenant, direction le monde des corsaires de l'espace. Pour parler d'un manga et d'un animé cultissime, Albator. Créé par Leiji Matsumoto en 1969, le manga Daikaizoku Harlock suit les péripéties du corsaire Harlock, connu comme Albator en France. Dans un futur qui donne pas franchement envie, il parcourt les étoiles dans son vaisseau de la mort qui tue, le Death Shadow, histoire que vous aviez pas compris que c'était un vaisseau de la mort qui tue. Mais après, je crois qu'il s'appellera l'Arcadia. Le manga sera adapté en animé par la Toei Animation, oui, encore eux, à partir de 1978 au Japon et 1980 en France sur Antenne 2. Fun fact, la série a même été doublée en breton et diffusée en 2012 sur Brezo Web.
En breton? Je sais pas quoi en penser. Albator, c'est pas un capitaine de vaisseau classique, c'est un chevalier noir de l'espace. Il combat les envahisseurs mazones, des créatures végétales venues de l'espace, mais surtout, il combat l'apathie. Il représente la résistance intérieure, la flamme qu'on refuse d'éteindre même quand tout semble foutu. Le manga Albator est plein de silence, de paysages stellaires, de réflexions sur la mort, le temps et le devoir. C'est une œuvre où la SF sert à parler de nous, de notre époque, de notre rapport à la liberté et à la passivité, et à la beauté du refus. Mais enfin, je diverge. Pour accompagner un corsaire de l'espace, il fallait bien l'arme culte des pirates, le sabre. Et c'est ainsi que le Gravity Saber est né. Une sorte de gunblade sabre un peu chelou. Étant une gunblade, cette arme fonctionne comme un sabre, mais aussi comme un fusil. Et bien que l'arme n'ait pas de lame à proprement parler, le canon allongé est capable de frapper et trancher les adversaires comme un sabre classique, ce qui est bizarre mais admettons. Moins puissant que le pistolet Cosmo Dragoon, l'arme est capable de tirer des rayons laser qui font leur petit effet. Bref, une arme culte pour un personnage culte. Au niveau de l'utilisation, ça reste un sabre, j'ai pas beaucoup d'analyse à faire dessus. Richard B. Riddick, criminel recherché, survivant, chasseur et un des personnages les plus badass de la science-fiction. Apparu pour la première fois en 2000 dans Pitch Black, il est présenté comme un prisonnier ultra dangereux. Mais quand son vaisseau s'écrase sur une planète infestée de créatures nocturnes terribles, c'est le seul à pouvoir voir dans l'obscurité. Ceux qui voulaient l'enfermer doivent maintenant compter sur lui pour survivre. Et ce qui fait de Riddick un personnage culte dès ce premier film, outre le charisme naturel de babouliner quoi qu'on en dise, c'est sa manière de penser et de combattre. Il ne fonce pas tête baissée comme un bourrin. Il observe, il attend et frappe au bon moment. Un peu comme un fauve qui traque sa proie. On retrouvera le personnage dans Les Chroniques de Riddick, un film que j'apprécie énormément, mais le point noir de ce film, c'est qu'on perd un peu ce côté prédateur. Sauf dans la meilleure partie du film, la prison. Et c'est dans ce film que sont introduites des armes qui sont quand même devenues assez cultes, surtout parmi les fans de Riddick, les dagues Oulak. Et déjà, première chose, regardez bien leur forme et la manière dont on les tient. On est vraiment sur des armes qui évoquent des crocs, des griffes ou des serres. Et évidemment, c'est pas du tout un hasard. C'est totalement cohérent avec l'esprit de Riddick. Il voit dans le noir, il traque ses proies en silence, il attaque au plus près, là où il ne peut pas rater. Ce n'est pas un combattant comme on l'entend, c'est un fauve, qui attend le bon moment pour bondir. Et donc évidemment, il lui fallait des armes qui rappellent cet aspect. Et on va voir que même au niveau de l'utilisation, bien qu'il y ait des choses à redire d'un point de vue réaliste, eh ben c'est totalement logique. Alors c'est sûr que si on les prend comme Riddick, voilà, on va avoir vraiment des mouvements plus de lacération, comme si on avait des griffes finalement, comme un prédateur. Voilà, ça va être pas mal de mouvements dans ce type. On va pouvoir faire des estocs un petit peu comme ça, des coupures comme ceci. Donc voilà, on peut faire des allers-retours assez sympas. C'est assez agréable. En plus, avec la forme, on peut faire des prises derrière la nuque. Donc on peut par exemple faire comme ceci, faire ce genre de prise. Et ça, c'est assez intéressant. Je trouve que c'est aussi intéressant de pouvoir les porter dans l'autre sens. Voilà, là, on l'utilisera de manière un peu plus classique, comme une dague. Voilà, donc on peut faire deux prises différentes pour chaque arme, pour justement fluidifier un petit peu ces attaques. C'est pas la prise en main la plus optimisée quand même en termes d'équilibrage. Puis pour le coup, vous voyez, ça nous enlève de la portée, que si je la portais la dague de manière classique avec une poignée ici, bah, j'aurais beaucoup plus de portée. Au niveau des parades, je pense que ce genre d'arme peut être pas trop mal, parce que du coup, ça recouvre un petit peu l'avant-bras, donc on peut éventuellement commencer à faire des parades qui seront plus des parades de détournement d'armes, mais bon, c'est un petit peu le cas aussi avec les dagues de manière générale. On fait rarement des parades directes vu la petitesse de l'objet. C'est pas très français, mais vous avez compris. C'est pas si déconnant que ça en termes de mouvement. Après voilà, on est du coup, en fait c'est de la lutte. Hein. Si vous êtes contre un adversaire qui a une épée ou une arme assez longue, si vous vous appelez pas Riddick, bon courage quoi. Bon après, pour être très honnête, en dehors des gros fans de Riddick, je suis pas sûr que ces armes soient aussi cultes que toutes celles de la liste. Mais bon, j'avais quand même envie d'en parler, j'en avais sous la main et bah, j'aime beaucoup Riddick, voilà, c'est bon. Alors
Alors attention, maintenant enfilez votre plus beau slip en cuir et en fourrure, car là on va rentrer dans l'univers le plus kitsch de cette vidéo. Et ici on n'est plus du tout dans les attaques surprises et la discrétion. Non, là on va rentrer dans un univers où la finesse a été sacrifiée sur l'autel des gros muscles saillants et des styles capillaires improbables. Bienvenue sur Eternia, le royaume des maîtres de l'univers. Un monde où tout est démesuré. Les héros, les armes, les méchants et même les pectoraux. Créé au début des années 80 par Mattel, une société américaine spécialisée dans les jouets, les maîtres de l'univers étaient à la base une gamme de jouets. Logique, du coup. Et pour vendre ces jouets, qu'est-ce qui est le mieux? Et bah à l'époque, on faisait des séries animées. C'est comme ça que les jouets Transformers ont eu du succès. Mais pour que cette série fonctionne, qu'est-ce qu'il nous faut? Eh bien des héros ultra archétypaux. Des couleurs bien flashy et des tenues un petit peu délirantes. Et ça a marché, hein, vraiment. Musclor, Heyman, dans sa version d'origine, est devenu un héros cultissime. Une icône culturelle, à tel point qu'on en a fait des BD, des reboots animés, des tonnes de produits dérivés, et un film. Et dans les maîtres de l'univers, il y a une arme qui mérite clairement sa place dans cette vidéo. Le personnage central, Adam, est un jeune prince blond qui est capable de se transformer en Musclor, l'homme le plus fort de l'univers. Histoire de vraiment, mais alors vraiment pas être subtil. Et il se transforme en brandissant son épée en l'air et en hurlant « Par le pouvoir du crâne ancestral !» Il crie ça tous les jours? Genre pour aller chercher du pain aussi? Non, c'est juste pour mettre une raclée à Skeletor. Parce que effectivement, face à Musclor, il y a Skeletor, maître du mal, mage noir au crâne apparent et voix de cartoon méprisable. Il passe son temps à vouloir vaincre les héros, mais échoue lamentablement à chaque épisode, mais avec beaucoup de style, faut l'avouer. Les maîtres de l'univers, c'est un mélange improbable entre la fantaisie de Conan le Barbare et la science-fiction de Flash Gordon. Il y a des sabres magiques, des canons à plasma, des dragons, des vaisseaux, et des mecs avec des slips en fourrure qui chevauchent des tigres. Et ça marche? Eh bah oui, et ça a pas fait que marcher. Ça a marqué toute une génération. Mais il faut savoir que l'histoire de l'univers et surtout le lore de l'épée de pouvoir, il n'était pas aussi clair au début. Dans la première édition de jouet, l'épée de pouvoir était scindée en deux parties. L'une en possession de Skeletor et l'autre de Musclor. Et si tu réunissais les deux, l'épée devenait la clé pour ouvrir le château de Grayskull. Qui est vert par ailleurs. Il aurait dû s'appeler le château de Greenskull du coup, non? Mais avant l'animé, ce sont des mini-comics qui ont accompagné la sortie des jouets. Et déjà là, le lore se contredit. Skeletor possède bien une moitié de l'épée, mais l'autre est planqué dans les murs du château. Ensuite, avec le dessin animé en 83, on change un petit peu tout. Cette fois, c'est uniquement le prince Adam qui possède la seule et unique épée de pouvoir, pour justement se transformer en Musclor. Et Skeletor, lui, il garde son slip, et il se retrouve avec le bâton du chaos. Puis après, il y a le film qui change encore les règles. Parce que oui, il y a eu un film en 87 avec Dolph Lundgren dans le rôle de Musclor. Il y avait bien que lui pour que ça passe à l'écran. C'est pas faux. Bref, dans le film, l'épée ne semble pas être spécialement spéciale. Ah si, elle dévie des tirs laser. Par contre, le film reprend le concept des premiers jouets dans le sens où l'épée ouvre bien les portes du château de Grayskull. Mais c'est tout. Et en ce qui concerne l'apparence de l'épée, elle doit certainement vous rappeler une autre arme assez culte dont on parlera un jour, l'épée Atlante de Conan le Barbare. Et c'est pas anormal vu que c'est Earl Norem, connu justement pour son taf sur les comics Conan, qui a œuvré sur les comics des maîtres de l'univers. Et a priori, il adore dessiner des héros en slip. Je n'ai pas les droits au son galactique, pas de sabre laser ni rythmes épiques. Un orchestre puissant, c'est tout ce que j'ai, mais l'original, je ne l'ai pas. Et pour finir, parlons de l'arme la plus culte, tout univers confondu, le sabre... Excusez-moi. Oui? Ah, c'est Thibaut d'Histoire Appliquée. On s'entend super bien. Comment ça, je te pique tes sujets de vidéo? Non mais t'exagères, mais t'es vraiment un connard! Attends, j'arrive, tu vas voir, j'arrive. Eh, reviens! Tu vas pas nous laisser comme ça? Pile quand t'allais parler du sabre laser. Oh, quel timing de merde! Oh, il a pas parlé des armes Klingon non plus. Ah, mais vous êtes toujours là, vous? Ouais, il vous a laissé... Ouais, il vous a laissé comme ça, en plan... Alors, attendez, je sors une petite fiche. Et il dit quoi d'habitude à la fin? Merci d'avoir regardé cette vidéo. Commentez, likez la chaîne YouTube. Ouais, et ça on s'en fout. Oui, merci au magazine Metal Hurlant de soutenir la chaîne YouTube. Vous pouvez vous procurer le dernier numéro du magazine en cliquant sur le lien en description. Et puis, voilà quoi. Ah oui, gardez l'esprit à l'armée. Non, c'est pas ça, merde. Gardez l'esprit aiguisé. Ouais, c'est pas ça non plus. Enfin bref, c'est pas grave. Abonnez-vous, likez et merci à vous.